Et vous avez la brise qui remonte comme ça, le long de qui longe les rizières inondées, et puis qui vient rafraîchir la maison. Lorsque vous êtes en 100% béton, ben vous n'avez plus, on n'a plus cet accès-là, enfin on n'a plus cette circulation. Et puis peut-être un jour ces rizières vont disparaître. Et du coup, ce qui était autrefois... alors ce qui est intéressant, vous l'avez un petit peu plus là-bas, alors c'est une crèche. Là, ils ont plus ouvert, par ici. Sur cette partie-là, ils ont un peu plus ouvert vis-à-vis des rizières, mais normalement, ce serait le système de climatisation. Mais effectivement, là, tout est fermé, donc on est obligé d'avoir une climatisation électrique. Voilà. Ça fait partie des évolutions également, puisqu'on y est, je ne sais pas si on voit bien la concentration en libellules dans ces zones de rizières. Mais en tout cas, c'est cette eau qui parcourait les plaines et qui venait rafraîchir les maisons en été. Maisons qui, de surcroît, étaient en plus plutôt entourées d'arbres ou alors en tas pour justement faire de l'ombre ou alors faire des circulations d'air entre les différentes maisons. Mais là, vous êtes obligé d'avoir de l'air conditionné. Si vous avez ces maisons qui sont là, celles-ci là, elles sont beaucoup plus en tas en fait, donc beaucoup plus anciennes en termes d'installation, pas forcément les bâtiments, mais en tout cas l'implantation est plus ancienne. Ici on continue avec derrière un vendeur de voitures de Keiji Dosha, donc les petites voitures. Il fait même loueur de voitures. Et on peut faire passer le... Bon, je vois que le portable chauffe trop. Vraiment trop. Donc on le déconnecte et du coup heureusement que ça va marcher avec le micro. Je peux m'enlever carrément parce que et je vais voir tout à l'heure si je peux reprendre ou pas le live. Mais j'espère que ça a fonctionné. Donc on avance. Ici vous avez des choses assez anciennes en termes d'établissement. Ça se lie avec un peu l'état des maisons, mais également le fait qu'on est sur des habitats plutôt regroupés. Et puis pas forcément sur la route, alors qu'en revanche ici on va avoir toute une série d'établissements qui vont être situés le long de la route et qui correspondent à l'avancée de l'urbanisation. Ici vous avez donc une crèche récente et comme on le dit à chaque fois, le Japon construit des crèches à tour de bras, puisque dans ces zones d'extension de l'urbanisation, non seulement on a plus de natalité, mais en plus on a des femmes qui travaillent, et les deux vont en général ensemble, et du coup on a besoin de crèche. Et en passant, vous voyez que toujours on a le canal d'irrigation qu'on va retrouver ici. Et en fait au niveau, vous voyez que c'est le canal d'irrigation qui est là, par ici, voilà. Je dézoome et en fait il passe dessous, ensuite il est enterré, mais toute la zone est parcourue de ce type de reliquats des canaux d'irrigation. Et puis ici vous avez
des établissements qui ne sont pas du tout liés à, là aussi, à ce qui se faisait avant. Non seulement en termes d'établissement, c'est-à-dire de petites échoppes, et puis on va avoir des cheesecakes, chiffon cake, des choses qui sont destinées aux gens de passage, qui passent le long de cette route et qui éventuellement peuvent consommer là-dedans. Ici on a l'ancienne poste, de l'habitat un peu plus récent en construction, mais là aussi intéressant dans le sens où il me semble que c'est du gazon, qu'on a mis du gazon artificiel. Je vais enlever le micro, ça fera moins gros, moins impressionnant. Alors c'est intéressant ici parce qu'on a l'ancien tracé en fait de la route. Vous l'avez au fond. Vous avez ce tracé qui était la route qui longeait en fait la côte de la baie de Fukuoka. Donc c'est en fait ça vient pratiquement à une ligne droite qui longe le littoral de Fukuoka jusqu'à les précédents lives qu'on a fait et qui ensuite continue et y allait pratiquement en ligne droite et rejoignait en fait plutôt en biais comme ça la zone de la côte et en direction de Karatsu, puisque la ville suivante c'est Karatsu, qui est déjà dans le département de Saga il me semble, et en fait c'est cette route qui a été alors qu'on a élargi sur la droite et qu'on a en quelque sorte on a construit élargi celle qui menait à la gare. Donc en fait vous avez la route de la gare qui est celle-là qui est la route on va dire historique. Donc il reste encore ce morceau-là, et puis on a détourné la route de ce côté-là comme ça, et puis on a élargi celle qui mène vers la gare. Et là au fond vous avez cette gare, et le quartier autour, Kyudai Gakuen Toshi, et la route s'appelle d'ailleurs Gakuen Dori. Là, ici, voilà. Vous avez la route Gakuen Dori en direction de Gakuen Toshi. Donc, la station du campus universitaire, la route du campus universitaire, qui a remplacé l'ancien Kaido. Peut-être ça fait Karatsu Kaido, il faudra vérifier sur les cartes anciennes. Mais en tout cas, on a cette modification du tracé de la route. Et du coup, le long de cette route est plutôt celle-ci, alors beaucoup moins celle-ci. Celle-ci, en fait, est restée assez en l'état. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de nouveaux commerces, relativement peu de nouvelles habitations. Donc on va pas retrouver ces petites échoppes où on vend des scones ou des chiffon cakes, des choses comme ça. Comme on le trouve ici. Et puis en plus la route ici c'est une route classique, c'est-à-dire qu'elle est à double sens avec deux voies seulement. C'est une route 2 fois une voie. Parfois il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de piste cyclable, donc elle est beaucoup moins aménagée. C'est la route brute telle qu'elle était, telle qu'on les pratiquait à l'après-guerre. Alors qu'ici, on pourrait dire qu'on a plutôt une route bien améliorée avec pistes cyclables, etc. Et surtout très, très large. On a pu manger assez facilement sur les rizières. On verra aussi comment est-ce qu'on fait pour faire ça tout à l'heure. Vous avez ici un Laminyasan alors qui pourrait être assez ancien. Lorsqu'on a ce type de choses-là. Et puis ensuite, sur la gauche, on arrive aux établissements, on arrive au champ, champ et rizières. Par là. Mais l'idée pour ces commerces, c'est de capter, donc vous avez des drapeaux ici, c'est de capter le trafic routier ou éventuellement à vélo entre la gare et l'université. Pas ici, une parcelle achetée par un cabinet dentaire en face d'un établissement plutôt lié à la construction. Vous avez du bois, des pompes, donc quelque chose qui appartient au monde rural. Et puis vous avez un nouveau petit bourg du coup, autour un ancien bourg. Et on va voir les maisons qu'on va trouver encore aujourd'hui. Certaines ont été rénovées, mais là on est sur quelque chose de plus ancien. Et là on est sur une clinique dentaire tout à fait qui commence à s'intégrer dans l'avancée de la ville. Pareil pour le restaurant chinois. On va voir ici.
avec certainement des trucs à volonté. Briques factices. Panda factice, mais briques factices aussi. Et on va traverser donc là la route d'origine, route ancienne, et puis la nouvelle route construite dans la fac et l'université. Et on arrive à une maison que j'avais montrée sur la version en live, mais façon Minecraft. Maison traditionnelle, maison rurale traditionnelle, qu'il est intéressant d'observer. D'abord, on va voir qu'elle est surélevée par rapport à la plaine, qu'elle est entourée de canaux également. Vous voyez que déjà on a une surélévation à ce niveau-là. La surélévation à ce niveau-là, puis ensuite la maison elle-même, les bâtiments sont surélevés, et ensuite dans les bâtiments on va monter encore un petit peu à partir du Genkan, au moins 30 à 40 cm, puisque on est dans une zone inondable, inondable et inondée, et vous voyez qu'ici, on peut même faire de jolies photos. On a la rizière, et on a des rizières tout autour, enfin à l'origine tout autour de la maison. Ce qui est intéressant avec cette maison rurale, c'est que c'est une maison de notables, et ça on le voit avec les briques. À partir du moment où les maisons rurales commencent à avoir des briques, des tuiles, ça va être un signe extérieur de richesse. On n'a pas besoin de les refaire tous les 5 à 10 ans également, par rapport au toit de chaume, qui est vraiment le toit de la maison rurale plus populaire en quelque sorte. Mais ces maisons rurales de paysans plutôt riches, donc alors il faut voir depuis quand est-ce qu'ils sont riches, est-ce qu'on est sur une vieille famille paysanne qui avait plusieurs terres, qui possédaient des propriétés dès avant-guerre, ou alors est-ce qu'ils ont acquis la terre avec la réforme agraire. Est-ce qu'ils ont également acquis des terres supplémentaires lors de la poldérisation? En tout cas, c'est des gens une famille qui est plutôt aisée, mais avec des maisons qui copient le bokeh yashiki, qui copie en fait la maison de samouraï, ou de bushi, et maisons de bushi qui sont en muret. Vous avez ce type de muraille autour. Alors aujourd'hui, ça n'a pas tellement la fonction de muraille, c'est plutôt d'un niveau, une question esthétique, mais ce type de construction, c'est la copie de la maison de guerriers, copiée par les classes de paysans, qui vont, à partir du moment où ils vont avoir un peu de richesse, ils vont copier ces maisons-là. C'est pas du tout le style de la maison de paysans classique, mais en revanche, donc on a ces murs, puisque les maisons de bushi faisaient partie du système défensif des châteaux, donc chaque maison était un petit château en quelque sorte, un espace fortifié qu'il fallait défendre et qui participait à la défense du château. Donc on a cette inspiration de la maison de guerrier. Deuxième élément, on va un peu reculer pour voir les deux constructions, puisque on va avoir, et on le voit lorsqu'on est sur des familles un peu aisées, souvent dans les campagnes il y a quand même plus d'espace. Vous avez quand même une maison qui est la maison principale ici, et puis la maison secondaire. Et là on va retrouver, alors on en avait déjà parlé peut-être quelques fois, mais on va peut-être en reparler parce qu'il y a j'ai encore un autre exemple que j'ai trouvé sur le chemin, où on a un système d'échange entre ici la maison du maître, donc les parents, ensuite le fils aîné se marie
et on lui a construit cette maison-là, cette dépendance. Et puis lorsque le fils aîné prend la place du père, devient le maître, eh bien ses parents quittent la maison principale et viennent habiter dans cette maison-là. Et souvent, alors, on va la reconstruire aussi. Lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on a un nouveau maître, enfin le jeune maître, on lui reconstruit, le jeune héritier en tout cas, on lui reconstruit la maison principale. Et là, en général, quand il commence à avoir des enfants, et en particulier un garçon, il va pouvoir habiter ici et les parents habitent là. Système qu'on va retrouver assez fréquemment en fait, dès qu'on a des grandes propriétés. Et qu'on retrouve aussi au sommet de l'État, puisque c'est exactement ce qui s'est passé avec l'empereur. Donc, nouvel empereur qui a, lorsqu'il est devenu empereur, son père qui avait abdiqué s'est déplacé. Alors, ils ne sont pas déplacés dans la même maison, etc. Il s'est déplacé dans une autre résidence à Tokyo. Mais il y a ces échanges de résidences comme ça qui se font, autant au niveau de la famille impériale, qui se faisait dans les familles aristocratiques, et puis ensuite, ça redescend au niveau des classes sociales, dans les familles, même dans les familles paysannes, on va copier ce modèle-là. Et on va s'approcher un petit peu de la maison. Alors vous voyez que la route aussi est surélevée à chaque fois. On est quand même en zone inondable et donc la route elle-même est surélevée. Et puis vous allez avoir cette maison et tout autour on a ces canaux d'irrigation. Des petits oiseaux. Alors par contre on est là aussi sur béton. Béton et plastique pour les tuyaux, on n'est plus sur la terre et du bambou. Là, autrefois ça aurait été tout du bambou. Et ici on est sur la rizière. Hop, on va pouvoir voir ces escargots de rizière qu'on avait vu la dernière fois. Se cacher. Là, on a sorte de la jolie rizière avec la jolie maison. Et cette fois-ci, on est plutôt sur une rizière, on est bien entretenue. Bon, il ne doit pas la faire à la main quand même, mais c'est un petit peu la rizière typique, enfin la rizière emblématique, voire même identitaire de la maison. Donc ici, c'est bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez lorsqu'on avait vu les rizières un petit peu comme ça, lorsqu'on avait vu les nuées de criquet, lorsqu'on avait vu les rizières, là vous avez une belle photo, lorsqu'on avait vu les rizières sur les polders, lorsque la machine tournait, c'était mis un petit peu n'importe comment. Là vous voyez que c'est bien planté et lorsque la rizière a été plantée, elle a été bien mise et il y a fort à parier que ça fait partie de l'honneur, de l'image de la famille et du propriétaire que d'avoir une rizière bien jolie et bien plantée. Même si autour on est sur quelque chose d'assez différent. Parce qu'on va avoir ce cours, l'ancienne route. Donc là la route est un petit peu plus élargie mais plus loin elle est beaucoup plus, elle est franchement plus rétrécie. Et puis vous avez cette belle maison rurale qui ferait partie plutôt du beau Japon, quelque part. Mais alors vous avez le tour également des bâtisses un peu plus anciennes aussi là-bas. Et puis à gauche, sanctuaire. Alors il faut voir si cette maison-là n'est pas aussi celle de la famille de ceux qui s'occupent du sanctuaire. Éventuellement ça peut arriver. Vous avez ici d'autres maisons qui sont en fait construites sur le même type, assez larges aussi, de grandes propriétés, mais en revanche ils n'ont pas forcé le trait jusqu'à refaire la palissade. Là on a simplement une palissade en béton, mais qui fonctionne un peu sur le même modèle. Et puis vous voyez que toutes les maisons sont ouvertes au sud, et au sud on va avoir un petit jardin. Et la partie nord, en revanche, va être fermée. Donc là, même si on est sur la jolie maison, la partie nord est plutôt fermée. Ici, vous avez le système de contrôle de l'irrigation. On va voir ensuite à l'intérieur de la maison comment c'est.
Mais on est sur quelque chose là pour le coup assez traditionnel, hein, dans le sens où il y a ces cloisons en bois. Hein. Qui n'ont pas été remplacées par du plastique. Et puis vous avez le jardin ensuite qui fait face au sud. Et on continue à marcher en direction de la gare et vous pouvez déjà apercevoir au fond le Aeon, c'est-à-dire le supermarché. Et puis l'essentiel du trafic routier qui va emprunter cette voie. Alors on peut voir également ici vous avez une route qui est un peu plus étroite, alors ça se voit pas forcément, mais ici ça continue là, et puis là ça va à partir d'un moment ça va se rétrécir. Là-bas au fond aussi, de l'autre côté, on a le maraîchage, quelques anciennes maisons plutôt compactées, des maisons un peu plus récentes qui sont un petit peu isolées. Et puis vous avez des endroits qu'on n'a pas pu récupérer, en l'occurrence ici. Et vous avez le différentiel entre la zone qui a pu être remembrée et la zone qui n'a pas pu être remembrée et qui du coup on n'a pas pu élargir la route, pour l'instant en tout cas, autant qu'on l'aurait souhaité. Autre mode de viabilisation. Alors là, c'est pas ni périurbain, c'est ni rural, c'est simplement un mode de valorisation des rizières. C'est la construction donc, de panneaux solaires qui vont remplacer une rizière, qui vont être sur des surfaces assez limitées, puisque ça va correspondre au parcellaire hérité de la riziculture, mais qui vont être un moyen de pouvoir valoriser un champ plutôt que de le laisser en friche. Et là, on arrive à des propriétés qui n'ont pas pu être remembrées. Et du coup, vous allez avoir ici, donc là, on est, je sais pas calculer à combien de mètres on est, mais on va dire qu'on est à 10 mètres. Et d'un coup, on va avoir une réduction de moitié de la taille de la route, parce que les autorités publiques n'ont pas réussi à convaincre. Vous voyez ici que ça devrait continuer ici en fait, la route et l'aménagement du trottoir. Ici du coup plus de pistes cyclables. En face pareil, c'est des zones qui n'ont pas été remembrées. Et ici on va continuer encore pendant pratiquement jusqu'aux premières enseignes de commerce. Mais ici on est sur des zones qu'on n'a pas pu ou en tout cas que l'on n'a pas encore viabilisé, on ne les a pas utilisés pour pouvoir élargir la route. Et vous avez l'ancienne clôture. Donc on attend, en fait, ce que font les aménageurs japonais, ils attendent et souvent ils attendent que le propriétaire meure en fait. Et puis une fois qu'il est mort, les héritiers, quand il y en a, ils vont être plus enclins à laisser. Et là vous avez une vieille maison. Donc c'est peut-être lui qui ne veut pas vendre, en tout cas qui bloque quelque part l'extension de la route. Et souvent ce qu'on fait, alors peut-être que c'est le champ là-bas d'ailleurs, en fait, il faudra voir un petit peu, mais là il y a quand même une barrière. Là on a quelque chose qui est un petit peu sur la gauche qui a été quand même un peu préparé. Là on a une sorte de parcelle, un triangle, une parcelle abandonnée, en tout cas elle n'est pas viabilisée. Et puis ensuite on arrive à du champ, et c'est peut-être du coup ce champ là en fait qu'ils attendent. En attendant ils mettent des choses comme ça, ils mettent ce type de choses là pour éviter que ces espaces là soient cannibalisés ou utilisés par des occupations informelles. Alors, on avait parlé un petit peu des occupations informelles pour le port de Yokohama. On a des bateaux qui sont là et même s'ils n'ont pas le droit d'être là, ils restent là, et la puissance publique n'a pas tellement la capacité
de leur demander de partir, parce qu'ils vont faire valoir des sortes de droits coutumiers. Et donc c'est pour ça qu'on fait en sorte qu'on ne puisse rien fabriquer ici, rien construire, rien mettre, parce qu'après ça va être un petit peu compliqué à déplacer. Donc il est possible que ce soit ce propriétaire-là en fait, qui refuse qu'on détruise son champ, ou qu'on réduise son champ pour élargir la route. Mais vous voyez qu'elle a tout d'un coup, alors qu'on s'approche de la zone urbanisée, en fait, paradoxalement, on s'approche de la zone urbanisée et d'un coup la route redevient une sorte de semi-chantier avec ces choses-là, et avec peu d'entretien, sans piste cyclable, etc. Sans arbres non plus, alors qu'avant on avait des arbres le long de la route si on reprend sur la route qu'on avait derrière, quoi. Ici, publicité pour la clinique. Puis là aussi, une opportunité. On a une propriété là qui va être quand même un peu ancienne, et opportunité de construire un panneau publicitaire chez soi pour profiter d'avoir un peu d'argent. Mais vous voyez que c'est bon. J'imagine assez mal en France des particuliers qui vont. Surtout qu'il a l'air de tenir à sa maison. Il lui a donné un nom, enfin c'est assez cossu, elle est jolie, bien entretenue. Mais il met un panneau publicitaire pour une clinique dessus. On va aller voir un petit peu par là comment c'est. Dans ce qui était la zone avant la construction de cette route en fait. Avec des chemins qui sont des chemins de champêtres en quelque sorte, qui servent à circuler dans les rizières. De la rizière là aussi, alors vous voyez que c'est pas du tout le même style que la rizière cossue de tout à l'heure, celle devant la jolie maison. Là on est sur il faudrait venir quand il récolte le riz, s'il récolte le riz, parce que vraiment là en termes de. Ça a été fait un peu comme du travail de sagouin. Oui, la moitié de la rizière n'est pas occupée. Donc soit du travail de sagouin, soit très peu d'entretien. Mais quelque chose qui. Ça va être rigolo de voir comment ils vont récolter ce riz. Il faudra être là en octobre en fait. Octobre, on va dire début mi-septembre. Là ça commence le riz commence à pousser, on commence à avoir des grains de riz. Même un machin au milieu comme ça, de mauvaises herbes donc. Et vous voyez que plus au fond là-bas ça commence à jaunir. Donc on verra ça tout à l'heure, le riz est déjà plus avancé. Là, il est plus haut, il y a un différentiel, il est plus haut et puis il commence à jaunir, donc oui, encore un mois peut-être. Un mois et cette partie-là au fond pourra être récoltée. Il n'est pas impossible que la rizière soit cultivée simplement pour dire qu'elle est cultivée. Parce qu'effectivement, lorsque les inspecteurs vont venir, vous trouvez effectivement sur les impôts par exemple, pour classer savoir comment on va classer ce terrain-là, il est cultivé, donc il peut être classé en terrain agricole. Et donc avec une pression moindre, si on veut manger un petit peu dessus pour élargir la route. Ici, vous avez un Hoikuen, garderie, donc une nouvelle garderie, et puis au fond, vous avez l'école. Il me semble que c'est un lycée, si je me souviens bien. Et j'avais essayé de le montrer la dernière fois. Vous avez ici, derrière le lycée, des préfabriqués. Si on va voir avec le doigt, voilà, par là. Des préfabriqués qui montrent que les lycées sont à l'étroit. Les écoles sont à l'étroit au Japon, en tout cas dans cette partie de Fukuoka, dans les zones périurbaines, les écoles sont à l'étroit, il y a des enfants.
Ici vous avez le gymnase, l'école et l'agrandissement de l'école avec des préfabriqués. On continue toujours le long de cette route et on va bientôt arriver à l'entrée de ville, en quelque sorte. On pourrait considérer que c'est une des entrées de ville de Fukuoka. Là aussi, alors, ces commerces, ce qui les caractérise, ces choses-là, ce Fukuoka, ce qu'on avait vu également auparavant, c'est qu'on a des parkings. Donc le parking, la plupart des gens, et vous voyez qu'on croise assez peu de monde en fait, à pied, un petit peu moins, un peu plus en vélo, mais on est sur des déplacements qui se font quasiment 90% en voiture. Donc on est sur le monde de la voiture, on est sur le monde de la motorisation, et ça aussi c'est un aspect assez nouveau, en tout cas récent, des banlieues japonaises. Bon, pendant longtemps on était encore sur le train de façon prioritaire. Ici vous avez ces zones, donc ces parcelles qui sont laissées en l'état et qui sont de la réserve. Donc une fois qu'on aura suffisamment d'espace à réaménager, on pourra remettre la route tout au bout. Ce qu'on le voit ici, scène de la vie quotidienne, un père avec son fils qui est allé chercher son fils à l'école dans la garderie. Comme quoi on a des évolutions des hommes japonais. C'est là aussi quelque chose qu'on ne voyait pas il y a même 15 ans, 15-20 ans, c'est des choses qui ne se voyaient pas. Et on reprend et on va voir que pour la fin de cette parcelle-là, avant que la route ne puisse être réagrandie de nouveau, eh bien on a là aussi des éléments. Vous voyez, on a mis des barrières, vraiment des barrières pour éviter les occupations illégales, le dépôt d'ordures illégales ou de voitures ou de choses comme ça. Vraiment pour que on ne puisse pas préempter en quelque sorte ces terrains-là, mais vous avez ces blocs de béton. Là, c'est pour qu'on ne puisse pas passer sur cette route. Là aussi. Derrière, on a ce qui me semble être des nouveaux lotissements. Et là, on arrive... Alors, est-ce qu'on était déjà dans le Japon moche ou pas ? En tout cas, là, on arrive dans ce qui ressemble à la France moche. On peut considérer cette intersection comme étant une des limites. Alors d'abord, la route, là, définitivement, serait élargie. Donc les contraintes foncières ont été réglées. Elles ont été réglées d'autant plus facilement qu'à partir de là, on n'a plus d'exploitants agricoles. Là, on va avoir des terrains qui ont été rachetés et donc des opérateurs qui sont des opérateurs institutionnels et qui vont pas être concernés, qui vont n'avoir aucun problème à élargir, à participer à l'élargissement de la route. Ici un nouveau bâtiment, un nouveau lotissement. Vous avez ces lotissements. Bon, on les a déjà vus, mais c'est toujours bien de voir ça pour montrer que c'est pas simplement un quartier par ici par là, mais c'est quelque chose qui se généralise à l'ensemble du Japon, qu'on soit dans la banlieue de Tokyo ou celle un peu moins développée
de Fukuoka, hein, vous avez ce type de maison assez cossues, hein, elles sont assez grosses, assez massives, mais avec zéro espace vert. Hein. Vous voyez là, celle qui est noire, là, on a zéro espace vert, on a 2 places de parking de voitures et on a ces petits mini lotissements. Et puis en face, hein, ça peut être une belle photo, on a l'habitat ancien, les bâtiments liés à l'exploitation maraîchère ici, toujours le canal d'irrigation, hein. Vous l'avez tout le long en fait, hein. Et puis vous avez assez bien la différence, c'est assez clair ici, hein, entre ce que vous avez ici, le canal d'irrigation, et puis la nécessité d'avoir un sorte de petit pont, hein, pour rentrer dans chaque maison, hein. Donc c'est limiter aussi les accès, ça limite la motorisation, etc. Sur la droite on a la même chose, mais c'est dessous, hein, et ça a été remblayé. Et donc on a 2 structures assez différentes, hein. Et là on va retrouver la maison paysanne cossue, un petit peu moins que celle de tout à l'heure, mais quand même assez jolie, avec ses murs avec ses toits et avec ce mur recouvert de tuiles. Et puis ensuite, ici on va avoir 2 maisons, hein. Donc l'urbanisation continue. Normalement 2 maisons, hein. Faudrait voir. On est sur un opérateur Daiwa qui est vraiment l'opérateur du périurbain, hein, du périurbain japonais. En effet, là on a 2, si on voit un petit peu les détails, hein, de la construction, on va avoir 2 unités d'habitation. À Tokyo on pourrait mettre presque en mettre 4, hein, là-dessus, hein. Ici on a toujours maison ancienne, toujours le même mur. Mais là on est sur du Hiraya, hein, c'est-à-dire la maison à 100 étages, hein. Vous voyez la maison plate, c'est la maison plutôt années 20-30, et ensuite maison de l'après-guerre. Et puis on arrive au collège, au lycée, et par contre là on est dans les rizières. Et on va revenir sur la route principale. Et je vais voir si on peut pas faire un peu de live encore. Le téléphone a vraiment chauffé. Aussi, on reprend le live en attendant que ça... Est-ce que ça marche? Je crois que ça fonctionne. On va le display. Ouais. Ok, donc on reprend maintenant, en attendant que le téléphone rechauffe de nouveau et s'arrête. Donc là on est un petit peu dans un petit hameau et pratiquement à l'exacte limite entre ce qui est encore de l'espace rural, enfin, majoritairement de l'espace rural. On a vu qu'on a un certain nombre d'implantations, soit en termes d'habitat, soit en termes de commerce ou d'équipements tels des crèches qui sont déjà sous l'influence du développement urbain. On va rejoindre le trottoir. On a ici derrière des lotissements, toujours ces lotissements classiques, hein, où la partie végétale a quasiment disparu. Et puis là maintenant on va passer en frontal, voilà. Vous avez ici la partie de la route qui n'a pas pu être remembrée. Et donc une route qui jusque là va avoir des éléments, va être assez rétrécie, hein, donc elle a perdu la piste cyclable parce qu'on a certainement des personnes des propriétaires qui refusent de céder leur terrain, et du coup on ne peut pas réélargir la route comme on l'a fait par exemple autour de l'université quand on a commencé le live, et donc on verra sur le 4K ensuite. Mais vous avez ici, hein, il faudra avoir 3 bras, vous avez ici là une partie, hein, donc la route a été franchement réduite de moitié, enfin le trottoir est réduit de moitié, la route garde sa largeur, hein. Par contre le trottoir est réduit de moitié, il n'y a plus de pistes cyclables parce que sur ces zones là qui sont pour l'instant condamnées, mais qu'on cherche à éviter, hein, d'avoir des installations sauvages, on ne peut pas élargir on n'a pas pu élargir le trottoir comme on l'a fait auparavant. Et puis
à partir de là, on passe à de l'espace qui n'est plus un espace avec des propriétés individuelles, mais qui là a été complètement transformé et vendu, occupé en tout cas par du commerce d'enseigne. Et on peut dire que c'est à partir de là que commence le Japon moche, et qu'en France, ici à l'intersection, on aurait un rond-point. Et puis on va voir quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous pouvez trouver dans le périurbain français. Donc la France qu'on peut appeler rapidement la France des gilets jaunes, pour être très grossier. Mais quelque chose qui est très similaire, puisqu'on a une route principale. Alors ici, au Japon, on va parler de Kaido. En France, on aurait plutôt la nationale, les nationales qui partent comme ça à partir des entrées de ville. Et à Toulouse, vous avez des exemples assez classiques de ça. Lui, par exemple, il ne roule pas sur la piste cyclable. C'est toujours intéressant de noter. Vous avez à partir de Balma, Balma, vous avez donc une nationale qui commence à partir en direction de l'est de Toulouse, et vous avez comme ça, après le Auchan, toute une série de commerces d'enseignes, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des métropoles françaises, voire même des métropoles européennes. Et puis en ce qui concerne les États-Unis, ça va être la métropole elle-même qui va être en fait, si on prend Los Angeles, qui va ressembler à cette grande zone d'enseigne, puisqu'on va avoir quelque chose qui fait effectivement une grande partie de la ville va être en fait ce qu'en Europe on appellerait du périurbain. Mais je ne m'aventurerai pas sur l'urbanisme américain qui n'est pas mon domaine. Mais en tout cas, ici on a quelque chose. Donc vous avez des enseignes Gu, Uniqlo, Nishimatsuya, du drugstore, etc. Et en France, on aurait Bricorama, Brico Machin et Jardiland. Le McDonald's, on va le retrouver un peu de partout, le BHV, etc. En fait, ce qui va changer, c'est surtout le type d'enseigne. Mais grosso modo, on a quelque chose qui est très similaire, même en termes de paysage, très similaire également. Alors même le développement du jardinage, c'était assez paradoxal, puisque vous voyez que les nouvelles habitations ont zéro zone végétalisée. Ces types de jardinage s'adressent plutôt aux habitants du périurbain, mais pas aux paysans qui n'ont pas besoin d'acheter des fleurs chez le Jardiland. Mais ça va être plutôt de l'ornement. D'ailleurs, vous voyez que c'est tout petit, c'est vraiment de la pour du micro-jardin, puisqu'il n'y a plus de jardin dans ces maisons-là. Et puis, donc en termes de type d'enseigne, on va retrouver des choses assez similaires à ce qu'on peut avoir en France. Et puis, on est sur une motorisation quasi totale. C'est-à-dire que chaque enseigne est un parking, un vaste parking. Et 99% des personnes viennent ici en voiture. Donc on est dans le domaine de la motorisation et du déplacement en voiture. Et en ce sens-là, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le Japon s'américanise, ou s'européanise, ou s'occidentalise, si on peut dire ça. C'est ici, c'est pas au centre-ville. C'est vraiment ici qu'on a des formes qui vont ressembler vraiment beaucoup à ce qu'on a en Europe, qui sont uniformes sur l'ensemble de l'archipel. On a la même chose à Hokkaido. Dès qu'on approche même les villes plus petites, si on prend sur la côte de la mer du Japon, dans le Tohoku, de l'autre côté même, dès qu'on quitte Sendai, on part vers le nord, on va retrouver ces choses-là. Dans tout le Kyushu, dès qu'on a une agglomération, on commence à trouver ça. Donc on a une uniformisation extrême du paysage, où que l'on soit dans le périurbain japonais, avec des enseignes qui sont les mêmes. Ici on est également sur des formes de villes nouvelles en quelque sorte, puisqu'on a repensé les déplacements et on les a divisés, réarrangés en termes de fonctions, puisque vous avez là pédestres, vélos et voitures. Même si vous voyez que tout le monde ne respecte pas forcément la piste cyclable ou la voie pour les piétons. On s'approche de la gare et donc on va commencer à trouver un petit peu plus de piétons du coup. Plus on s'approche de la gare, plus on aura du piéton. Et puis vous avez également on va commencer à avoir du logement là, qui a évolué, puisqu'on n'aura pas simplement du logement pavillon, mais là on commence à avoir du logement en grand ensemble. En fait, on a un autre aspect aussi. Plus on s'approche de la gare, plus on a de la verticalité.
Bon, verticalité limitée dans ce cas-là. Vous avez même les salons de beauté, hein, Medical Beauty. Donc il n'y a pas des ongleries, mais il y en a des choses quand même qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver dans le périurbain européen, en tout cas français. Donc aucune particularité en termes de forme de ville, de paysage, de mode de vie. On est sur une uniformisation assez forte. Très peu de commerce réel, d'établissements, je ne sais plus comment on dit en français avec J et Guillaume, mais de personnes à leur compte. On est que sur des chaînes, uniquement sur des chaînes. C'est un espace de commerce qui va être accaparé uniquement par des enseignes. Également un développement assez similaire. Hop. Alors développement assez similaire à ce qu'on a également en France, le développement des salles de sport. On va retrouver ici, on a des enseignes de salles de fitness qu'on va retrouver dans ces espaces-là. Ce qui va changer, c'est par rapport au périurbain français. On va aller voir un petit peu là-bas comment ça se trouve, comment ça se passe. C'est la présence de la gare quand même. Puisque en France, dans le périurbain, la gare a un rôle urbain, un rôle de centralité qui est quand même assez limité, voire très limité. Les gares sont toutes petites et autour de la gare, on n'a pas d'espace commercial particulier. Alors ça se voit par exemple pour ceux que j'avais cette année ou ceux qui viennent d'Albi. Vous voyez la gare d'Albi. Albi, c'est pas une très grande ville, mais c'est pas non plus une toute petite ville non plus à l'échelle régionale. La gare est ridicule, quoi. Et la gare, autour de la gare, il n'y a rien. Elle n'est absolument pas un pôle d'urbanisation, un pôle d'urbanité. Il y a à peine un commerce à côté. Là, on est sur. Alors là, vous avez des anciens Hilaya ici, sur la droite. Voilà. Des zones qui ont été. Alors, l'importance du parking aussi, parking pour la clinique. L'espace de parking est énorme, en fait. Si on comptabilisait la surface dévolue au transport urbain, au transport motorisé, elle est énorme en fait dans ces zones-là. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Et puis, on a toujours des petits potagers qui restent comme ça, avec des maisons anciennes. Là, vous avez de nouveau la double maison. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est que là, vous avez une rampe d'accès, ce qui veut dire que les personnes qui habitent là-bas, dans la maison ancienne, ce sont les personnes âgées, donc les parents habitent encore là-bas, et peut-être ici les enfants, les fils aînés. Et donc ils n'ont pas encore changé, en tout cas ils ont adapté la maison à la grande vieillesse en construisant cette rampe, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut monter dans les maisons japonaises, on va avoir 30 à 50 cm, elles vont être surélevées. Et puis vous avez ici par contre la structure héritée avec toujours ces canaux qu'on retrouve de façon systématique. On s'approche de la gare et vous avez la autre structure, ça fait partie du Japon moche quand même, on peut le dire, ce sont les espaces du pachinko. Alors, on
fera quelque chose bientôt avec mes collègues sur cette question des jeux au Japon. Vous avez ici toute une emprise assez énorme qui est dévolue au pachinko. Le bâtiment en général, l'espace de jeu, c'est uniquement le rez-de-chaussée. Parfois il y a un deuxième étage, mais c'est rare. Et ce qui va prendre beaucoup d'espace aussi pour les pachinko, c'est le parking, puisqu'ils vont avoir des parkings qui sont aussi imposants qu'un supermarché. On a un petit peu plus de personnes à pied maintenant. La voiture tenait pour faire du drift. On est bien dans la campagne quand même. Et ici, alors on change un petit peu de taille en termes de commerce d'enseigne. Tout à l'heure on avait des parcelles avec un commerce et là on arrive sur quelque chose qui ressemblera plutôt à des centres commerciaux. Là vous avez 2 méga pachinko avec derrière des parkings. Et toujours la même question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de construire ça? Et je veux dire en termes de... Est-ce qu'un pachinko a véritablement besoin d'autant de places de parking? Et quelle est la place de système éventuellement de blanchiment d'argent par la construction de ce type de choses-là? C'est une question qu'on ne peut éviter de se poser. On s'approche de l'espace de gare. Et des quartiers nouveaux. Cette fois-ci, on va quitter le pavillonnaire. Et on va entrer dans d'autres types. Alors là, un autre type d'habitat qu'on ne retrouve quand même que à proximité quand même des gares. Lorsqu'on s'éloigne dans la campagne, on est plutôt sur les lotissements de maisons individuelles, mais en revanche là, quand on s'approche de la gare, on va arriver sur du logement collectif. Donc tout ce qui va être le manchon. Là, on n'est pas sur des manchons extrêmement hautes, mais on a quand même tout un nouveau quartier qui s'est développé ici. Et c'est ce type de quartier qui on va avoir des taux de natalité plus importants. Japon moche, mais toujours Japon bien entretenu. À part les zones qui étaient condamnées pour éviter des occupations informelles, pouvoir remembrer rapidement ensuite par un petit morceau de route, on est quand même sur un Japon assez propre. Et ici vous avez la ligne de train qui relie Fukuoka à Karatsu, qui se surélève lorsqu'elle arrive à proximité de la gare, et le surélèvement des infrastructures ferroviaires est aussi un signe qu'on urbanise la zone. Lorsqu'on est sur une gare qui est... Vous voyez que là, elle est, à ce niveau-là, elle est... voilà, à ce niveau-là, en fait, elle redescend. Là, la ligne n'est pas surélevée. Et ensuite, lorsqu'on va arriver sur l'espace de gare, on a la ligne de chemin de fer qui se surélève. Ça fait qu'il n'y a plus un obstacle de circulation entre les deux parties de la voie ferrée. Et ensuite, on va voir la gare qui elle-même va être surélevée, du coup. Et c'est un des éléments qui atteste du développement urbain d'une zone, ou de la préparation du développement urbain d'une zone. On va avoir d'autres endroits de cette ligne pas surélevée du tout, même entre ici et Fukuoka. Et là, on est resté sur la gare de taille rurale. Toujours le commerce d'enseigne.
Et là donc c'est la route principale qui va rejoindre le centre de Fukuoka. Et vous avez de nouveau un pachinko, méga pachinko. On traverse toujours les canaux d'irrigation qui ne sont pas encore complètement recouverts, si ce n'est de béton, pour éviter les inondations. Donc vous avez ce type, infrastructure classique. Vous voyez qu'ils avaient juste un filet d'eau. Alors on est à marée basse en plus, mais il faut imaginer qu'en cas de typhon, tout ça va remonter. Et puis également, l'autre chose intéressante à noter, vous avez tout ce qui va être les réseaux. Il doit y avoir du gaz et puis éventuellement de l'eau. Est-ce que c'est du gaz? On va voir ce que c'est, on verra ce qu'il y a écrit là-dessus après. Mais il me semble que ça doit être du gaz celui-là. Qui n'est pas enterré en fait, il est très légèrement enterré. Mais ensuite lorsqu'on traverse la rivière, il passe la rivière comme ça. Et ça on va l'avoir de façon assez systématique. La route, souvent la route, la rivière sert à construire la route, ou en tout cas à élargir les routes lorsqu'elle est là. On va la retrouver complètement de béton et du coup les rivières vont être enterrées. Là on arrive dans le centre de cette petite ville, dans ce quartier. Ici vous avez le parking du centre commercial qui est pratiquement intégré à la gare. Donc là on est du coup, en fait plus on se rapproche de la gare, quelque part plus on arrive sur quelque chose de plus japonais. On va retrouver les formes classiques de la gare japonaise, son rôle central, le rôle de création de verticalité, puisque en fait les terrains, plus on va s'approcher de la gare, plus les terrains vont être valorisés, et ça c'est quelque chose qui ni américain ni ouest européen. La place de la gare a relativement peu d'importance dans le marché foncier. Là on est sur quelque chose de plus japonais, quelque part. Et ça nous permet de voir une gare de banlieue d'une ville, d'une métropole régionale, d'un des espaces périurbains d'une métropole régionale, parce que l'on n'est pas sur une gare centrale. On peut comparer avec la gare de Toulouse. Alors, elle est un peu plus petite que la gare de Toulouse, mais elle n'est pas plus petite que toutes les gares de tout le Midi-Pyrénées, par Montpellier-Bordeaux. Cette gare doit certainement avoir au moins autant de trafic, en tout cas une fréquence de train assez importante, et puis elle génère un espace commercial. Donc là derrière vous avez le centre commercial avec Aeon, des commerces d'enseigne mais à l'intérieur du centre commercial, et puis ici vous avez, alors là aussi alors c'est un peu particulier parce qu'effectivement ici cette gare est quand même destinée à irriguer, à desservir l'université de Kyushu. L'université de Kyushu qui a été construite dans la campagne, à l'ancienne, qui elle aussi a un très grand parking, mais qui du coup fait qu'elle n'est pas desservie par une ligne de métro propre ou une ligne de train. Et donc ici on a l'espace des navettes qui vont remonter la route qu'on a vue tout à l'heure pour aller à l'université. Mais sur la partie gauche, là on a les bus qui desservent la ville elle-même, le quartier, et puis on doit avoir certainement aussi la station de taxi à proximité. Le développement est quand même assez récent, ce qui fait qu'en fait il faut imaginer qu'ici on est sur une gare qui a été rénovée à partir du moment, d'où le nom d'ailleurs, Gakuen Toshi, quand Hyundai a déménagé ici. La gare a été rénovée et du coup on a de l'espace assez aéré finalement autour de la gare. On n'a pas encore eu le temps d'avoir tout à fait encore des immeubles de grande hauteur ou du tertiaire, mais très peu d'activités tertiaires de haut niveau. Par contre ce qu'on va trouver
c'est des magasins des établissements qu'on trouve en général près des gares, à savoir ici vous avez le karaoké, petit karaoké mais ancien, hein, faut imaginer la gare d'il y a 20 ans, Kumon des Juku, Yobiko, ici on a des ventes d'uniformes pour les scolaires, donc là on a un petit peu les commerces qui existaient avant la rénovation de la gare. Et puis ensuite on a la gare elle-même rénovée et l'activité commerciale s'est plutôt déplacée de ce côté-là. Mais on a ici un prototype assez emblématique de ce que peut être une gare de banlieue au Japon. Et comme elle est relativement petite, du coup elle est aussi assez lisible. Bon, on est toujours en vacances, mais on a quand même de la sortie des classes. Bon, il faudrait venir ici dans 2 semaines ou 3 semaines, voire même un peu plus lorsque la rentrée universitaire a débuté, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus d'activité. Voilà. Mais donc ici en fait en quelque sorte on est revenu au Japon, dans un Japon assez classique, et je vais voir si je peux pas relancer le live.